Depuis le début du conflit en Ukraine en 2022, l'Occident s'est peu à peu enlisé dans une situation inextricable. Et ce n'est pas Vladimir Poutine qui le dit, mais Donald Trump, candidat à l'élection présidentielle américaine de 2024. Il accuse les dirigeants occidentaux de soutenir un régime ukrainien qui non seulement détruit son propre pays, mais cherche également à entraîner le monde dans un conflit majeur, voire dans une catastrophe nucléaire. Les dernières déclarations de Kiev sur ce sujet sont inquiétantes, avec des menaces à peine voilées qui laissent entrevoir une escalade nucléaire. Pendant que l'Occident et son proxy ukrainien s'adonnent, comme d'habitude, à de l'agitation médiatique, la Russie, pour sa part, continue son avancée militaire dans le Donbass. La forteresse stratégique de Ouledar est sur le point de tomber, marquant un tournant décisif dans la bataille du Donbass. Utilisant des bombes planantes de plus en plus sophistiquées et destructrices, les forces russes érodent progressivement les défenses ukrainiennes, ouvrant la voie à des victoires militaires majeures sur le terrain. Le conflit semble aujourd'hui approcher d'un tournant crucial. Deux scénarios majeurs se profilent. D'un côté, l'extension du conflit au reste de l'Europe et potentiellement au monde. De l'autre, une paix imposée par les circonstances ou tout au moins un cessez-le-feu précaire. Cependant, même si une paix fragile venait à être instaurée, elle serait probablement marquée par des tensions durables, tant les fractures sont profondes entre les différents acteurs du conflit. Il en va malheureusement de même au Proche-Orient, dont nous parlerons en fin d'émission avec mes deux invités du jour, le colonel Jacques Augard, officier supérieur de l'armée française, ancien parachutiste de la Légion étrangère, et Laurent Arthur Duplessis, journaliste et géopolitologue. Vous êtes sur GPTV Actu et on commence tout de suite après ça. Voilà, chers internautes, Géopolitique profonde, le 16e magazine, celui de septembre, de la rentrée. Vous avez entre autres, il y a tout un tas d'articles, on pourra en parler, ça permet d'approfondir ce que nous pouvons entendre sur ces plateaux, dans les matinales, dans les émissions du midi de GPTV Actu, approfondir le sujet par écrit, c'est évident, toujours. Et donc, par exemple, il y a Andy Busaglia qui nous parle de la dégradation extrême, il l'a écrit pendant l'été, de l'économie française. Quand on voit les résultats économiques, et pas seulement sur le peu d'entrées fiscales qui creusent le déficit, et donc la dette, mais aussi sur les dédits, les faillites des entreprises actuellement, c'est effarant ce qui se passe, effarant. C'est pas que nous allons vers la ruine, c'est que ça y est, on y est. Bon, tout ça, c'est parfaitement écrit, décrit dans ces magazines. À mon avis, c'est vraiment un élément essentiel de compréhension du monde d'aujourd'hui, à la fois notre environnement proche, l'environnement national et puis l'environnement européen, international, mondial. Tout ce que vous voudrez bien. Voilà. On a planté le décor, Laurent Arthur Duplessis. On ne peut pas dire au fil des semaines où nous échangeons, vous et moi, dans ces émissions de GPTV Actu qui sont des plateaux avec nos invités, des experts reconnus dans leur domaine de compétences, on ne peut pas vraiment dire que jusqu'à présent vous vous soyez trompé. Malheureusement, j'ai l'impression que tout ce temps que nous sommes de plus en plus proches d'une croisée des chemins et d'une inflexion dans un sens ou dans l'autre. Alors justement, cher Nicolas, pour ce qui est du conflit ukraino-russe, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, on voit que nous sommes à un moment tout à fait crucial. En effet, le président Zelensky est actuellement aux États-Unis pour supplier les Américains, notamment, de lui donner l'autorisation d'utiliser les missiles à longue portée sur la profondeur du territoire russe, ce qui serait tout de même un seuil qui serait franchi là. D'autant qu'on pourrait se demander aussi à ce moment-là si les Ukrainiens ne chercheraient pas à atteindre Moscou, Saint-Pétersbourg, etc. Donc les grandes villes, évidemment, les grandes villes de l'Ouest russe. Exactement. Et d'autre part, on voit aussi que, et le colonel Augard pourra nous dire s'il est du même avis, il semblerait que l'armée
ukrainienne soit au bord d'un effondrement généralisé. Les niveaux de perte de l'armée ukrainienne sont très au-dessus, semble-t-il, de ce que l'on nous dit officiellement dans la propagande, entre guillemets, otano-américaine. Oui. Les pertes abyssales de l'armée ukrainienne en hommes et en matériel ne semblent pas compensables et par une mobilisation défaillante et par des renouvellements en matériel insuffisants. Mhm. Le moral des soldats semble au bord de flancher. Et il semblerait que le président Zelensky veuille jouer le va-tout ukrainien en obtenant donc de Washington l'autorisation de frapper les Russes dans la profondeur. Mais le président Poutine a fait savoir qu'il aménageait qu'il réaménageait la doctrine d'emploi nucléaire russe, notamment en précisant que le nucléaire pourrait être employé en réponse à une attaque massive par un pays non détenteur de l'arme nucléaire, mais qui aurait été aidé et soutenu et livré en armes de profondeur des pays qui, eux, seraient nucléaires. Donc on en compte 3, hein, des alliés potentiels qui fournissent ces armes, Scalp, Storm Shadow, et puis tous les bons logiciels ou le débridage qui va avec, c'est la France, la Grande-Bretagne. Et les États-Unis. Et donc l'attaque conventionnelle appuyée par une puissance nucléaire, ça pourrait être un vol massif de drones, donc, notamment. Et il dit pas ça par hasard, j'imagine, Poutine. Il dit pas ça par hasard. Je pense que c'est une façon pour Poutine d'avertir Washington que si Washington donne l'autorisation de frapper dans la grande profondeur du territoire russe, Moscou va répondre d'une manière puissante. Nous sommes donc là, je crois, devant un seuil. Il semblerait que la Maison-Blanche ne soit pas prête à accorder à Zelensky l'autorisation de frapper dans la profondeur. Il semblerait donc que dans l'État profond américain, qui est en proie à des factions rivales, pour l'instant, les gens les plus raisonnables soient prévalents sur les autres. Mais enfin, on peut se demander s'il en sera toujours ainsi. On se perd en conjecture. Donc, dans ces cas-là, vous, géopolitologue, eh bien, on essaie de poser la question à des experts reconnus, à des militaires qui savent ce que c'est que la guerre et l'affaire, d'ailleurs. Et le colonel Hogar est particulièrement bien placé pour ça. Alors, je vous demanderai de le présenter rapidement et puis on va lui laisser la parole. Eh bien, le colonel Hogar est à la fois un théoricien de haut vol et un praticien de haut vol. Ce qui est rare, parce qu'il y a beaucoup de généraux qui quasiment n'ont jamais fait la guerre. C'est vrai. Le colonel Hogar... Ça s'appelle entre autres un général de plateau. On les appelle comme ça, les généraux On a de eu plateau. les médecins, on a aujourd'hui des constitutionnalistes de plateau qui connaissent mieux la Constitution que les politiques eux-mêmes. Et le colonel Hogar, dont vous avez à juste titre mentionné son passé de parachutiste de la Légion étrangère, a eu des hauts commandements à la tête de la Légion et aussi du commandement des opérations spéciales. Donc, le colonel Hogar a une pratique de très haut vol et sur les théâtres africains et sur les théâtres balkaniques. C'est une expérience militaire exceptionnelle, puisque ce sont là deux théâtres d'opérations différents, que sont les théâtres africains et le théâtre balkanique. Et puis, il a écrit un livre. Et il en a écrit plusieurs. Non, mais il a écrit un livre sur l'Ukraine, pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Voilà, le dernier, c'est La guerre en Ukraine, regard critique sur les causes d'une tragédie qui a été réédité, je crois, en cette année, chez Hugo et compagnie, maison d'édition Hugo et compagnie, livre qu'il faut absolument lire. Hugo Doc. Voilà, et donc nous avons en la personne du colonel Hogar un expert de. Donc qu'est-ce qu'on fait? On lui pose, déjà on lui dit, on le salue et on lui dit évidemment bienvenue colonel Hogar dans cette émission de géopolitique profonde. Et nous pouvons peut-être lui demander justement s'il pense
que l'armée ukrainienne est au bord de l'effondrement ou pas. Eh ben voilà une bonne entrée en matière, si ça vous convient, mon colonel. Tout à fait. Merci beaucoup à vous deux pour votre invitation. Je suis très heureux de pouvoir intervenir sur cette chaîne qui promet, qui est en train de décoller de plus en plus. De se développer. Alors, d'abord, je tiens à rendre hommage mis à part la présentation flatteuse que vous faites de votre serviteur, mais je tiens à rendre hommage au résumé brillant que vient de faire Monsieur Laurent Arthur Duplessis, parce que je souscris à tout ce qu'il a dit absolument. Alors, pour répondre sur le contexte général et puis j'allais dire les discussions en cours et les enjeux qui sont posés sur la table aujourd'hui. Alors, sur cette affaire de morale de l'armée ukrainienne, je crois qu'il est... Vous avez un article dans le Figaro de ce matin, d'ailleurs, de je ne sais plus quel journaliste, qui évoque une rencontre avec un officier de la 110e brigade motorisée qui est engagé sur le front de Pokrovsk, actuellement en train de céder sous les coups de butoir de l'armée russe, et qui dit le moral est très bas, les moyens n'arrivent pas, et comme l'a dit très justement M. Arthur Duplessis, il n'y a pas de relève possible, il n'y a pas d'hommes pour prendre la relève des tués, des blessés. Je pense que ça, c'est le problème majeur de cette armée ukrainienne qui est, à mon avis, exsangue, ce que l'on en sait aujourd'hui. Et d'ailleurs, je crois que Zelensky le sait très bien, personnellement. Et je pense que la presse ukrainienne, qu'il est intéressant d'observer de près, s'en fait l'écho. Je pense que la politique menée par Zelensky est une politique de non-sens, qui mène nulle part. Et on le savait depuis déjà plus de 2 ans, évidemment, depuis le débarrage, depuis qu'il a refusé, ou plutôt qu'il a écouté les sirènes anglo-saxonnes lui disant de poursuivre cette guerre jusqu'au bout, finalement jusqu'au dernier Ukrainien, bien on y est presque, voilà. Donc ça, c'est une réalité fondamentale. Ça n'empêche qu'il faut parler des autres aspects, évidemment, mais c'est une réalité fondamentale. Cette armée ukrainienne est défaite aujourd'hui. Elle est sur le point de s'effondrer, et moi j'en étais convaincu depuis le départ, de dire. Alors, quels sont les autres aspects, justement, qu'on pourrait évoquer sur cette guerre, en prospective, de ce à quoi nous pourrions aboutir? Il y a la tentation peut-être d'aller au désespéré, d'un côté aussi, pour essayer de faire perdurer cette situation. Oui, alors je ne sais pas ce qu'en pense Monsieur Duplessis, mais... Commencez à en parler, colonel, et puis après on demandera à Laurent. Ouais. Oui. Il est évident, par exemple, que l'opération de diversion de Koursk est un échec et qu'elle ne changera en rien le déroulement de la guerre, qui est encore une fois pour moi acquis. Je pense même qu'elle a même dopé peut-être la partie russe, en ce sens où finalement le front oriental de Pokrovsk est en train de s'effondrer aujourd'hui, ce qui va permettre à la Russie de contrôler finalement tout l'oblast de Donetsk, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Alors, face à cette situation, Monsieur Duplessis en a parlé, il y a cet appel au secours désespéré de Zelensky pour l'utilisation de missiles longue portée, de missiles de croisière longue portée, qui lui permettraient de frapper l'intérieur de la Russie à une distance à peu près de 1000 km. Alors quand vous savez que Kiev et si je dis pas de bêtises, entre Kiev et Moscou, il doit y avoir à peu près 800 km à vol d'oiseau. Vous voyez bien l'importance de cette hypothèse. Il y aurait plusieurs centaines de bases qui pourraient éventuellement être impactées russes, que ce soit l'aviation. Oui, et puis je pense que l'attitude de Zelensky est un peu suicidaire. Hein. Le personnage aujourd'hui joue son va-tout, il joue même son avenir personnel. Alors pour moi, je pense que les Américains vont le lâcher, mais c'est un avis personnel. D'accord. Malgré les déclarations de Biden à l'époque qui lui avait assuré qu'il aurait ses missiles, c'était début septembre. Je crois qu'il a... Alors, qu'est-ce qui vous fait croire, mon colonel, du fait qu'il pourrait être lâché par l'allié américain?
L'allié américain a toujours agi ainsi quand il était finalement confronté à ce qu'il pressentait être une défaite. Alors on peut reparler du Sud-Vietnam pour monter pas mal d'années en arrière. Je ne sais pas si tous vos téléspectateurs s'en souviennent, mais 75, l'évacuation de Saigon, c'est pas quelque chose de formidable. Plus près de nous, il y a l'évacuation de Kaboul. L'Afghanistan a été lâché aux mains finalement des gens qu'on a combattus pendant des années et des années, pour rien finalement. Alors on est en Ukraine, on a ce paradoxe de centaines de milliers de morts qui auraient pu être parfaitement évités si les Américains, les Britanniques surtout, parce que comme le disent eux-mêmes les Américains, ceux qui font le sale boulot, c'est les Anglais, c'est pas les Américains qui ne se mêlent pas d'aller sur le terrain. Mais moi j'en ai eu l'expérience au Kosovo, je sais que les forces spéciales britanniques sont sur le terrain et reportent directement au commandement des forces spéciales américaines, à USSOCOM. Donc le général commandant les forces spéciales américaines l'a encore déclaré récemment. Donc tout ça c'est à mon avis très clair. Les Américains voient très bien que cette guerre qui a coûté très cher, qui a probablement atteint certains objectifs stratégiques de leur point de vue, c'est-à-dire la fracture européenne entre l'Est et l'Ouest de l'Europe, la dépendance énergétique accrue, les problèmes économiques immenses qui arrivent. Je pense d'abord à l'Allemagne, bien sûr. Alors ça, ces objectifs stratégiques, on peut en discuter, mais à mon avis, sont à prendre en compte. Mais surtout, sur le plan du terrain, l'Amérique se rend compte que eh bien, c'est perdu. Donc je pense que, alors on parlait des clans qui s'affrontent, l'État profond américain, les clans qui s'affrontent à Washington pour ou contre cette guerre. Il est certain que Blinken voudrait une escalade guerrière. Je pense que les généraux du Pentagone sont beaucoup plus raisonnables. Et c'est frappant parce que je pense que c'est du même acabit en France ou dans les pays. Vous voyez, quand vous avez un général atlantiste, s'il en est, qui est le président tchèque, le général Pavel, qui incite maintenant Monsieur Zelensky à davantage de réalisme et vous l'engage finalement dans la voie des négociations, je pense que les militaires savent de quoi il s'agit en fait. Il y a une catastrophe terrible qui est à nos portes. Si les politiques, si les faucons, si les fauteurs de guerre l'emportent. Donc je crois que les militaires savent bien de quoi il s'agit et peuvent être des éléments tout à fait modérateurs et inciter à d'évidentes nécessaires négociations qui auraient dû se tenir, non pas maintenant, mais il y a déjà 2 ans et demi. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.